Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Autrement. On vous emmène sur les chemins égarés. En tout cas, c'est comme ça qu'elle les nomme, Amélie Landry. Bonsoir, vous êtes photographe et vous allez nous parler des lieux de rencontre, des lieux de sexualité que vous avez couverts dans le cadre d'un travail documentaire en tant que photographe. Voilà, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ça 5 ans. fait 3 ans que vous avez sorti ce livre Les chemins égarés dont on aura l'occasion de parler dans cette émission. Xavier Dartois, bonsoir. Alors vous êtes un travailleur social, vous travaillez pour la SBL Execo, qui travaille avec quel public, dites-nous? Alors on travaille essentiellement uniquement avec les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ces lieux de rencontre, c'est aussi des lieux de sexualité et vous vous y rendez pour faire de la prévention de la santé, c'est ça? Oui, la prévention santé pour promouvoir la réduction des risques, mais aussi faire du testing sur des populations qui n'ont pas toujours accès à la prévention et au dépistage. Jean-Didier Bergilet, vous êtes professeur à l'ULB en faculté d'architecture, la Cambre-Horta. Pourquoi votre travail vous amène à réfléchir à ces lieux de rencontre de sexualité? D'où ça vient? Bonsoir, mais peut-être simplement en vous écoutant. Donc vous avez tous les trois utilisé à un moment ou à un autre le terme d'espace. Et donc je pense qu'il est intéressant, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, de s'intéresser aux espaces qui accueillent justement ces rencontres et ces sexualités, et de voir comment l'espace infléchit sur celle-ci. Alors, on innove aujourd'hui dans cette émission. Notre 4e invité est avec nous par Skype. Bonsoir Laurent Guessade, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bonsoir, je vous entends très bien, oui. Alors, vous n'êtes pas par Skype pour des raisons liées au Covid, mais bien parce que vous êtes en France, dans le sud. Vous êtes à Nîmes pour l'instant. Vous êtes français, hein, vous travaillez là. Vous connaissez bien Bruxelles parce que vous y avez vécu pendant 10 ans. Et vous êtes l'un des chercheurs les plus à même de parler de ces lieux de rencontres sexuelles. C'est pour ça qu'on voulait vous inviter. En quelques mots, en un mot, c'est quoi ces lieux de rencontre? Peut-être que les personnes ici, nos téléspectateurs et téléspectatrices, ne les connaissent pas. C'est quoi ce qu'on appelle un lieu de rencontre sexuelle dans l'espace public? Ça renvoie à une série d'espaces publics qui sont relativement ordinaires, en fait. On a à la fois des parcs, des jardins, des forêts, des bois, des berges, des rivages, des plages, des aires d'autoroute. Toute une série de lieux qui ont pour caractéristique commune d'être d'abord et avant tout des lieux publics et qui, en étant des lieux publics, sont aussi des lieux dans lesquels publiquement des hommes se rencontrent pour avoir des rapports sexuels sans conséquence sur le reste de leur existence. Voilà pour une définition extrêmement succincte. Super, merci d'avoir joué le jeu du concis. Alors, avant toute chose, je voudrais vous présenter une exposition qui était encore visible à Bruxelles il y a quelques semaines. Ça s'appelle l'ETAS. C'est une exposition du photographe et artiste multimédia Marc Martin. C'était à La Vallée et il présentait les pissotières dans les années 60 comme lieu de rencontre. Regardez. C'est une volonté politique de dire que ces endroits ont servi à des générations comme étant un lieu de liberté, pour une liberté qu'on ne leur accordait pas, sexuelle. Les homosexuels ont été traqués pendant des années, ils se retrouvaient là. C'était une zone hybride entre l'espace public et l'espace privé. C'est des témoignages des anciens que j'ai recueillis, la parole des aînés. On ne leur demande pas souvent leur avis, encore moins sexuellement, parce qu'ils ont fait, ça n'intéresse pas grand monde. Et en fait, ces gens-là se sont rencontrés clandestinement dans des endroits, ils n'étaient pas fiers de ça. Quand ils rencontraient quelqu'un, oh là là, on s'est rencontrés dans un parc. Non, ils s'étaient rencontrés dans la pissotière du parc. Mais ça se disait pas. Donc en fait, quand je les ai interviewés, c'est une installation de l'exposition à laquelle je tenais beaucoup, parce que c'est les murs porteurs de l'exposition. Je me suis dit, ces gens-là, on leur doit leur passer. Amélie Landry, vous avez travaillé sur des lieux de rencontre où il y a des rapports sexuels qui s'effectuent, des rencontres entre hommes. Hein, on va parler de cet aspect très masculin de ces espaces. Comment ça vous est venu, cette envie en tant que femme d'aller vous immiscer dans ce qui se passait dans ces lieux qui restent secrets? Au départ, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est une envie en tant que femme. Hein. Je pense que c'est juste en termes de pratique photographique. En photographie, on se questionne beaucoup sur tout ce qui est de l'ordre de la marge. Donc,
Et moi, je me suis posé cette question de dire quel espace qu'on considère comme étant en marge n'a rien à voir avec les classes sociales où justement toutes les classes sociales peuvent se retrouver. Et donc, ce qui n'est pas facile à trouver finalement. Oui, donc finalement, je suis arrivée sur les lieux de sexualité. Donc d'abord, j'ai été dans des lieux commerciaux. Et là, j'ai entendu des histoires d'employés que je trouvais assez incroyables. Et de fil en aiguille, ça m'a amenée vers les lieux de drague extérieure. Avec dans le projet une confrontation quand même entre les espaces de liberté comme ça en pleine nature et tous les lieux commerciaux qui sont un autre rapport, qui sont très cadrés et très... Les lieux commerciaux qui sont, Jean Didier, aussi plutôt réservés, enfin en tout cas si on a une femme ou un couple, on va dire libertin, c'est dans des lieux commerciaux fermés que c'est plus facile de pouvoir trouver des espaces de rencontres sexuelles. Je ne sais pas si c'est plus facile, en tout cas c'est plus convenu aujourd'hui. On n'a pas l'occasion ici ni le temps de refaire un historique des lieux de rencontres anonymes, qu'ils soient entre hommes ou entre hommes, femmes, couples, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est sans doute les lieux qui sont les plus courus, encore qu'il y a aussi, par exemple, je ne sais pas, les sites de rencontres, les applications, etc., qui aujourd'hui permettent aussi à des couples, à des hommes et des femmes de se rencontrer. Mais ils et elles sont sans doute moins adeptes des lieux extérieurs dont on parle ici et dont, par exemple, Marc Martin parlait avec les TAS, encore que. C'est ça, parce que les TAS, c'est à ça que je voulais en venir, Laurent Guessade. C'était une pratique qu'on a beaucoup connue dans les années 60, les pissotières comme lieu de rencontre entre hommes. Aujourd'hui, ça se fait plus dans les pissotières, c'est ailleurs, ça a été déplacé. Et est-ce que c'est ça, c'est là que je veux en venir, l'histoire de ces lieux de rencontre? Est-ce qu'ils évoluent à travers le temps? Oui, alors c'est difficile de considérer effectivement les TAS comme un espèce d'élément historique dans la mesure où, si elles ont disparu, en effet, d'abord, il n'est absolument pas exclu qu'on allait draguer et avoir des rapports sexuels ailleurs que dans les TAS dès cette époque et même avant. Et par ailleurs, il n'est toujours pas exclu que des toilettes publiques, qui par ailleurs ont disparu en tant que telles au profit des sanisettes payantes, ne continuent pas à être investis par les hommes pour avoir ce type de rapport sexuel dans l'espace public. Donc pour le coup, il y a véritablement une réflexion à avoir sur cette espèce d'historicité un peu factice qui nous ferait croire que ces lieux de drague ont disparu quand, au contraire, et on le voit très bien en milieu rural ou dans le périurbain, on continue à voir des personnes âgées, des hommes âgés, être coutumiers de ces espaces, continuer à leur donner une espèce de permanence jusqu'à nos jours et probablement jusqu'à demain et dans les jours et semaines et mois et années qui viennent. On va tout de suite se rapprocher du terrain avec le travail de Xavier Dartois qui est ici autour de cette table. Alors j'ai eu la chance de pouvoir vous suivre, Xavier, lors d'une opération de prévention, c'est comme ça qu'on dit, et on s'est rendu sur plusieurs lieux de rencontre. Regardez ce que ça donne. Je m'appelle Xavier, je travaille chez Execo, je suis agent de terrain et je suis plus spécialement affecté, responsable de tout ce qui est travail de prévention et de dépistage sur les lieux de rencontre extérieurs. Là, on va sur une aire de parking d'autoroute. On peut dire que sur les lieux de rencontre extérieurs, on a des populations qui sont assez différentes en fonction du lieu. Les aires d'autoroute, en général, ça se passe plutôt la journée et c'est aussi forcément très lié au mouvement avant boulot, après boulot, des choses comme ça. On vient d'arriver sur une première aire de parking et on voit qu'il y a déjà quelques voitures qui sont garées. Donc c'est plutôt un signe qu'il y aurait des usagers qui soient là. On peut très bien se balader dans un bois et absolument pas se rendre compte que dans un tel massif, il y a des rencontres qui se font. Bonjour, je suis de l'association Execo, on fait une campagne de prévention, distribuer des préservatifs. Parfait. Ah ouais? Merci. J'ai mis une petite carte aussi. Tu connais l'association? Je pense que j'ai déjà venu ici. Oui, on vient de temps en temps, oui. Vous faites le test aussi, non? Oui, c'est ça, on a notre cabinet dans lequel on fait test. Voilà, je l'ai fait il y a une semaine. C'est des lieux qui, quand il fait beau, sont vraiment fort fréquentés. C'est un besoin sociétal. S'il y a autant de gens qui viennent sur ce genre de lieu, c'est qu'ils ne savent pas aller ailleurs, qu'il y a vraiment un besoin.
Là, je désinfecte. Je vais piquer. Un test rapide. Ce qu'on appelle une fenêtre d'invisibilité de 3 mois. Ça veut dire que pour que nos tests puissent réagir au VIH ou à la syphilis, il faut que le virus soit là depuis 3 mois. Sinon, ils ne vont pas le détecter. À l'hôpital ou chez le médecin, avec une prise de sang complète, là, on est sur un délai de 6 semaines. Bonjour, on est l'SBL Execo, on fait une action de prévention, distribuer des préservatifs. Ah, c'est gentil. C'est resté des lieux de sociabilisation pour certaines personnes qui ne peuvent pas être out et qui vivent encore leur sexualité cachée. Ce sont souvent des cadres bucoliques. Là, on est dans un bois, ça peut être dans des parcs. L'autre beauté, c'est la franchise des rencontres, et c'est aussi de voir que sur un lieu de rencontre, tout le monde est au même niveau. Tu peux être riche, pauvre, avec ou sans papier. Et tout le monde est là en fait pour faire des rencontres. Donc ici c'est un parc qui en journée est fort fréquenté. Et donc le soir on a des rencontres qui se font. Et ici par exemple c'est assez représentatif d'une certaine forme de créativité, parce que c'est dans une haie où on a dégagé un espace dans cette haie pour ne pas être vu de l'extérieur, et que ce soit un lieu où on puisse se rencontrer, qui n'existe pas au départ, qui a été fabriqué en fait, dégagé, aménagé. Voilà, un peu de présence sur ces lieux pour que vous vous rendez compte aussi de ce que c'est. Évidemment, on n'est pas là pour dire où il se trouve, Xavier. On n'est pas du tout là pour faire la morale non plus sur ces lieux. Est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas l'idée. Vous, en tout cas, vous considérez en tant qu'ASBL de prévention que votre présence sur les lieux est nécessaire? Oui, la question du bien ou du mal se pose pas. Les usagers sont là, les gens y vont, fréquentent ces lieux, donc c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fait? Et c'est plutôt se demander pourquoi ces lieux ont encore besoin d'exister pour certaines populations, et qu'est-ce qu'on peut amener à ces populations-là qui ne sont pas forcément toujours au contact de nos campagnes de prévention qui sont plus accessibles dans le milieu gay. Là, on a aussi des publics qui ne se considèrent pas du tout comme LGBTQI, et qui ont du coup moins accès à la prévention, et qui s'identifient moins comme public à risque. Parce qu'on parle d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais il peut s'agir très souvent de personnes qui sont hétéros dans leur vie publique, mais qui vivent ça de manière cachée, justement, qui vivent leur sexualité alternative dans des lieux alternatifs. Oui, donc ici on parle de HSH, donc d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est une pratique sexuelle et non pas une orientation sexuelle. Donc, on peut s'identifier comme on veut. Si on a des relations sexuelles avec d'autres hommes, on a des besoins spécifiques en santé sexuelle, et c'est ce que nous on essaye d'apporter à ces publics-là. Amélie, dans votre travail photographique pour Les Chemins égarés, avec notamment une partie du texte écrite par Laurent Guessade qui est aussi avec nous, vous avez rencontré des hommes sur le terrain. Ça a été un long travail d'immersion et vous leur avez donné la parole pour savoir pourquoi ils étaient là. Je propose qu'on écoute 2 d'entre eux. Il y a un endroit, ça fait... en fait, on grimpe une espèce de petite colline comme il y en a tant là. Et puis à un moment, il y a les arbres qui font une espèce de trail comme ça, ou de petits couloirs. On passe à travers. Et là, je me dis, ah bah voilà, ça y est. Je suis rentré au pays des merveilles. Les gens cherchent à se couper d'une partie du monde qu'ils rejettent. Le labyrinthe des bois ou des lieux de drague où on se perd géographiquement m'a fait penser à cette perte qu'on recherche parfois dans l'ivresse. Ça va permettre en même temps un contact avec d'autres humains, mais un contact sauvage.
Quel regard, Amélie, vous avez aujourd'hui sur ces lieux, après ces rencontres, ce travail qui a été fait? Vous avez été beaucoup exposé à l'époque, au moment de la sortie du livre. Il y a eu toute une émission radio consacrée aux témoignages que vous avez recueillis sur le terrain. Aujourd'hui, quel regard vous avez là-dessus? Avec le temps qui a passé, effectivement, il y a des choses qui sont triées. Moi, je reste sur l'idée que c'est des lieux de liberté, pas des lieux de contrainte, pas l'idée d'une sexualité par défaut, mais moi je le vois plus comme des lieux qu'on choisit. Après, c'est moi qui trie dans les différentes histoires, mais c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est comment on va investir spontanément des lieux pour être simplement dans une présence physique et justement sans... Avec le désir en ligne de fond, Oui. c'est ça l'objectif, la rencontre, le plaisir. Laurent Guessade, vous êtes toujours avec nous? Alors dites-nous, vous avez écrit dans ce recueil de photographies, de témoignages, vous venez de sortir un autre livre sur la topographie de ces lieux. On parle de lieux, évidemment, ça sort des frontières de la Belgique, hein. Vous travaillez sur les territoires de la France, vous avez travaillé aussi sur l'Espagne, sur le sud de la France, en région urbaine ou périurbaine ou dans la campagne, on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que disent ces lieux? Quel sens ils font pour la société? Alors je crois que c'est effectivement de sens dont il faut parler, beaucoup plus que de fonction. On a déjà eu cette conversation. Effectivement, moi j'irais tout à fait dans le sens d'Amélie. On n'a pas tant affaire à des lieux qui seraient des lieux où on irait parce qu'on est contraint ou parce qu'on n'a pas d'autres lieux, ou alors des lieux qui historiquement seraient des résidus d'une autre époque par rapport à une époque où aujourd'hui on aurait enfin atteint la pleine liberté sexuelle. On est en effet pour les uns, les unes et les autres très loin du compte. Je crois effectivement que le sens de ces lieux, c'est de fournir à une certaine catégorie d'individus, les hommes en l'occurrence, puisqu'il faut quand même souligner que ces lieux sont non mixtes et qu'on a donc affaire à une espèce de maison des hommes, hein, pour reprendre le vieux concept anthropologique et le remettre au goût du jour et essayer peut-être de réfléchir à la manière dont, pour le coup, ces espaces-là renvoient à une véritable inégalité d'accès à l'espace public entre hommes et femmes, et en particulier pour y avoir des rapports sexuels sans conséquence. Et je crois que l'un des sens de ces lieux, c'est très précisément de mettre à la disposition de tous les hommes, homosexuels et hétérosexuels, des lieux de pratique sexuelle momentanément déconnectés du reste de l'existence. On entend bien dans les témoignages que vous nous avez offerts et qui viennent du formidable travail engagé lors des chemins égarés, que les hommes vivent ces lieux comme des lieux d'affranchissement, sans pour autant effectivement qu'ils soient renvoyés à des contraintes, et surtout ce qui sur place apparaît comme particulièrement évident, c'est qu'on a affaire à des relations hautement consensuelles. Effectivement, on nous renvoie souvent à la violence, à la contrainte et au risque, alors que dans la réalité, les hommes s'approchent du corps et des organes génitaux les uns des autres, sans contrainte et dans un consensus absolument évident et collectif. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut retenir. Vous avez soulevé ce point de non-mixité. C'est ça que dit votre ouvrage aussi, hein, c'est un travail d'enquête de plusieurs années que vous avez mené sur ces lieux. Ça dit quelque chose de l'espace public qui est réservé aux hommes. Alors on en parle pour plein d'aspects, hein, mais ici pour la sexualité récréative, si on peut la nommer comme ça, c'est à nouveau le cas? Alors oui, tout à fait. Je crois qu'on a affaire, pour le coup, dans la suite des débats qui ont eu lieu sur les questions de rapport entre les genres et entre les sexes dans l'espace public à l'occasion de cette nouvelle vague féministe MeToo, à une réflexion qui porte très précisément sur la manière dont non seulement on dispose de son propre corps dans l'espace public, mais sur la manière dont ce corps dans l'espace public il est appréhendé par les autres, et la manière dont effectivement il est plus ou moins contraignant de circuler corporellement dans l'espace public. Alors vous allez me dire, on est en pleine actualité avec les différentes formes de confinement ou de couvre-feu qui sont à l'ordre du jour, mais on est aussi dans cette actualité qui nous parle des rapports entre les hommes et les femmes, et dans une dissymétrie très nette dans la manière d'appréhender effectivement le désir et sa réception. Là, pour le coup, on aurait affaire loin finalement d'une égalité qui serait balisée par le droit en termes d'égalité ou de lutte contre les discriminations, à
finalement des coutumes, et c'est aussi pour ça qu'on reconvoque les anthropologues et les sociologues pour nous parler effectivement de ce qui, sans pour autant passer par le droit, fait coutume, la coutume qui consiste effectivement à désirer l'autre de telle ou telle manière dans l'espace public et à recueillir ou pas, pour le coup, son consentement. Je crois qu'il faut insister précisément sur la non-mixité de ces espaces, puisque pour le coup, nous n'avons pas d'équivalent qui serait cette maison des femmes dans l'espace public, ou alors effectivement, il faudrait se mettre à parler de la manière dont les femmes développent des stratégies en régime de contrainte pour développer effectivement leur propre liberté dans un système qui reste quand même fortement hétérosexiste et hétéropatriarcal. Je crois que pour le coup, il est d'un grand intérêt pour l'actualité de revenir sur la manière dont il existe aussi une forme de socialisation sexuelle entre hommes qui donne lieu à des appropriations territoriales de cette nature et qui nous renseignent précisément sur la manière dont les unes et les autres faisons usage de l'espace pour le meilleur et pour le pire, avec ou sans conséquence, à des fins de réalisation de nos désirs et de nos désirs sexuels en particulier. Jean Didier, vous, votre objet d'étude, ce sont plutôt les espaces en dur. Est-ce on le disait qu'ils sont peut-être plus dédiés à des relations hétérosexuelles, ou en tout cas où les femmes peuvent avoir leur place, mais est-ce que là aussi c'est difficile pour elles de pouvoir avoir autant d'impact qu'un homme ? C'est à la fois plus facile et sans doute plus difficile aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve des facilités liées à ce que Amélie évoquait, c'est-à-dire des espaces de potentielle liberté et l'idée d'aller chercher un espace autre pour pouvoir être soi-même un autre et découvrir d'autres corps. Et donc dans ce cadre-là, les femmes trouvent incontestablement un espace de liberté et de respect là plutôt qu'autre part. Et en même temps, et non contradictoirement, parce qu'on est aussi dans des registres là d'une sexualité qui est une sexualité hétéro, se rejouent là aussi des formes de domination qui, dans certains cas, sont aussi de nouveau des dominations masculines. Donc d'une certaine manière, c'est à la fois, oui, non contradictoirement, des espaces de liberté et potentiellement des lieux de contrainte dans lesquels se rejouent les mêmes effets. C'est ça qu'on peut retrouver dans votre bouquin L'Interstice, c'est ce qu'on vient de voir à l'image. Vous allez sortir un livre là-dessus. Donc oui, plus particulièrement, c'est un livre que j'accompagne ou que je commande, qui est le travail d'un photographe qui d'une certaine manière fait écho au travail qu'Amélie a fait précédemment. Dans ce cadre-là, c'est peut-être un de ces endroits ambigus. Donc c'est un travail photographique sur un cinéma porno, et un cinéma porno plutôt mainstream, donc des films hétéros dans le sens le plus convenu du terme. Et donc ce photographe a travaillé pendant 3 ans, enfin quand je dis travailler, oui, il fait une enquête comme ça, cachée, où il a photographié ce qui se passait dans cet endroit-là. Et ce qui me semblait intéressant là aussi, c'est non seulement le flou et le continuum qu'il y a entre des personnes, que ce soit des hommes, des femmes, leur homosexualité, leur hétérosexualité, et puis les pratiques qui ont lieu dans ces endroits-là, qui déjouent justement on va dire les cadres. Et puis par ailleurs, et ça pose une autre question, c'est qu'est-ce qu'un chercheur, un photographe, une chercheuse, un ethnographe, une journaliste ou un journaliste fait là-dedans, et comment rendre compte de ça ou comment rendre visible ça. Alors, c'est un peu le rôle aussi de l'émission ici. C'est à la fois, me semble-t-il, l'importance d'en parler parce que ça fait partie de nos urbanités, nos pratiques. C'est une réalité. C'est une réalité. Et en même temps, comment faire pour en parler sans tomber soi-même sans dans les une dénoncer forme dans la morale il faut appeler les flics pour faire une descente sur place. C'est pas ça le but de l'émission, évidemment. Comment vont ces lieux ? Il reste très peu de temps, mais Xavier, je voulais vous demander comment vont ces lieux en temps de Covid ? Est-ce qu'ils sont toujours côtoyés ? On peut constater que sur le terrain, oui, il y a un impact des mesures diverses qui sont prises ces derniers temps. On a eu un lockdown pendant lequel on a vu une explosion des fréquentations de ces lieux. Parce qu'aussi les autres lieux, justement, les clubs libertins peut-être, les lieux dédiés au sexe en dur commerciaux sont fermés, forcément, ce sont des bars. Il y a certainement plusieurs aspects. Je pense pas pouvoir affirmer que ce soit l'un ou l'autre, mais ce que je constate sur le terrain, c'est qu'effectivement, les lieux de consommation sexuelle en dur, des bars, des saunas et autres étaient fermés. Il y a aussi, je pense, une pression sociale et anxiogène qui fait que c'est une forme d'exutoire où on peut
aller lâcher quelque chose. Et le dernier point dont on a finalement peu parlé encore, c'est que ces lieux de rencontre extérieurs sont aussi des lieux de sociabilisation. Et qu'en période de lockdown, quand on est coupé de tout, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. Et là, les pratiques sexuelles peuvent être un prétexte à la rencontre. Et régulièrement sur le terrain, on rencontre des gens avec lesquels on commence à discuter. Et puis, à un moment donné, je dois couper parce que, en disant, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de parler ou avec qui on peut discuter. C'est ça aussi votre rôle sur place, pas seulement faire des dépistages, mais avoir un contact et aussi une prévention sur la santé, mais aussi un contact social. Merci à tous les 4 d'avoir été mes invités. Il y a encore plein de choses à dire, mais c'est déjà la fin de cette émission. Le bouquin de Laurent Guessade, L'homme en chasse, sort en librairie en Belgique dans quelques jours. C'est à retrouver dans les meilleures librairies. Amélie Landry, on peut toujours se procurer cet ouvrage avec vos photos, les textes de Laurent Guessade notamment, et les témoignages aussi que vous avez recueillis sur le terrain. Et puis Jean-Didier Bergillet, votre travail aussi, on peut le retrouver en librairie. L'interstice, oui, tout à fait. Ou sur Internet, c'est comme ça que ça marche aussi. Dans nos temps, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Autrement.